Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. 30 minutes dans l'école ensemble. C'est parti pour le sommaire de cette émission. Gros plan, cette fois-ci sur l'orthopédagogie en vogue depuis un petit peu plus de 40 ans outre-Atlantique. Ça arrive doucement, mais sûrement chez nous, en France. En quoi cela consiste? Pourquoi de plus en plus d'élèves y ont recours? Irina Capron vous dit tout. Dans un instant, l'orthopédagogue vient en aide aux jeunes en difficulté d'apprentissage. Il s'appuie sur le fonctionnement du cerveau et les mécanismes. Existe-t-il des écoles en France? Quelle formation? Le point dans un instant. Et puis enseignants et orthopédagogues, c'est possible. Certains profs ressentent le besoin de se former. Mais alors, quelle plus-value justement pour ces enseignants? On se posera bien évidemment la question. Angélique Prost est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes orthopédagogue et présidente de l'École française d'orthopédagogie. Je suis très concentré sur ce terme d'orthopédagogue qui m'était encore pas familier il y a 2 jours. Sylvie Vrézionek est également avec nous, Bénichou. Bonjour. Bonjour, j'ai eu le petit regard, j'ai fait attention. Orthopédagogue en cours de certification, merci d'être avec nous, conseillère pédagogique au sein de l'éducation nationale. Et puis on est également en Skype avec Valentin, élève de 6e. Bonjour Valentin, comment ça va? Bonjour. Merci d'être avec nous. Tu passes une bonne journée? Tu passes une bonne journée? Allô? Allô? Tu passes une bonne journée? Oui, et vous? Super, je suis avec toi, donc tout va bien. C'est parti pour la loupe. La loupe avec Irina Capron. Salut Irina, comment ça va? Ça va très bien et vous? Ça va très bien. Bon, on se tutoie, on se vous voit, je sais plus. Moi non plus, je ne sais plus. Je suis désarçonné, hein, je ne sais plus où donner de la tête avec vous. Hein. Irina, c'est quoi l'orthopédagogie? Alors c'est une forme de pédagogie née au Canada dans les années 60 qui s'appuie sur les neurosciences. Alors selon l'Union des orthopédagogues de France, l'orthopédagogie, c'est la science de l'éducation dont le but est de permettre aux personnes ayant des difficultés ou des troubles d'apprentissage de surmonter et de développer leur potentialité. Alors avec l'orthopédagogue, l'apprenant, donc un apprenant, ça peut être un collégien, lycéen, étudiant ou même adulte, et bien avec cette orthopédagogue, l'apprenant va décrypter les rouages de son apprentissage et prendre conscience de son propre fonctionnement. Donc l'orthopédagogue est un métier méconnu en France, pourtant c'est une profession reconnue au Canada depuis plus de 40 ans et dans d'autres pays comme la Belgique, la Suède, la Finlande, le Danemark, le Brésil ou encore le Liban. Quelles sont les missions de l'orthopédagogue? Alors, ses principales missions: prévenir, évaluer et remédier aux difficultés scolaires et aux troubles d'apprentissage. Alors l'évaluation en orthopédagogie consiste à déterminer le niveau de connaissance et les stratégies cognitives utilisées. Donc l'orthopédagogue va analyser et observer l'apprenant en contexte d'écriture, de lecture et de calcul. Et après l'évaluation, l'orthopédagogue va élaborer un plan d'intervention à court ou long terme selon les difficultés. Et ce plan a pour objectif de motiver les élèves, de lui proposer des stratégies pour faciliter ou perfectionner ses apprentissages. Et il faut savoir qu'un orthopédagogue travaille en collaboration avec les enseignants, les parents et les professionnels de santé. Quand doit-on ou quand peut-on allons voir un orthopédagogue? Alors si votre enfant a des difficultés d'apprentissage, donc d'attention, de compréhension et de mémorisation, s'il a des difficultés dans sa méthodologie et organisation de révision ou dans ses préparations aux examens et aux concours, s'il a des difficultés dans sa gestion des émotions et de sa motivation, ou alors s'il a des troubles du neurodéveloppement, c'est-à-dire TDAH, troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, TSA, donc troubles du spectre de l'autisme, ou encore les DIS, donc dyslexie, dyspraxie, dysorthographie ou encore dyscalculie. Merci Irina. Pardon. Il y avait une dernière question. Où peut-on trouver un orthopédagogue? Eh bien, sur le site de l'Union des orthopédagogues de France, qui regroupe les orthopédagogues de France ayant suivi et validé une formation complète en orthopédagogie. J'ai rien oublié? Non, c'est très bien. Cette fois, c'est la bonne. C'est parti, l'expression orale. L'expression orale avec Angélique Prost et avec Sylvie Vrézionek Bénichou. Et on est également avec Valentin qui nous a rejoint. Valentin, comment ça va? Et surtout, comment ça se passe cette année de 6e? Bien. Quelles sont tes matières préférées? L'histoire géo. L'histoire géo, Les pourquoi? maths. L'histoire géo, les maths, pourquoi? Plutôt facile.
C'est un petit cradeur, celui-là. Décidément. Est-ce que tu rencontres des difficultés dans certaines matières? Et si oui, pourquoi, Valentin? Est-ce que tu peux nous expliquer? Pour la compréhension, C'est-à-dire? bah, quand, par exemple, des consignes, Par exemple, sur les Tout ce consignes, qui sur quoi? est, Sur un exercice de mathématiques, justement, mathématiques que tu aimes? voilà, c'est ça. Et alors, d'après toi, comment l'orthopédagogie, comment ces séances en orthopédagogie t'aident justement dans ton quotidien, notamment à l'école? Bah, ça m'aide. Ça, Et puis, ça m'aide à comprendre. ça se déroule comment? Explique-nous une séance d'orthopédagogie. Ça dure combien de temps? Quel type d'exercice? Alors, environ 45 minutes, 35 minutes. Et en réalité, il n'y a pas d'exercice tellement... pas exercice, c'est comprendre... on t'aide à comprendre l'exercice, justement, en devoir que tu as à faire. Et tu vas avoir un orthopédagogue chaque semaine? Ou c'est mensuel? Quel est le rythme justement des séances? Et depuis combien de temps tu fais ces séances? Alors, moi, je fais... depuis le CE1, je fais mes séances. Je suis en 6e, là, je viens de passer en 6e. Et mon rythme, c'est justement à peu près toutes les semaines, une fois. Angélique Prost, vous connaissez Valentin? Oui, Vous tout à ne fait. le suivez pas depuis le CE1, mais... Alors en fait, je le connais depuis le CE1, mais il y a eu des coupures dans l'accompagnement. Donc Valentin, tout petit, avait des difficultés à comprendre ses consignes. C'est une émotion attentif. particulière de le voir justement Bah oui, s'exprimer parce aujourd'hui. que, du coup, je Je le vois connais votre large depuis- sourire. Je le connais depuis qu'il est petit. Ouais. Et voilà, je sais que pour lui, c'est un défi. C'est difficile de pouvoir parler comme ça Et il devant le des fait, adultes. il le fait avec brio. Il ouais. le fait très très bien. Et puis je sais aussi, voilà, au niveau de la confiance en soi, ça a été un jeune garçon. Voilà, c'était compliqué parce que quand on a des troubles des apprentissages, et ben on comprend pas, surtout quand ils sont petits, ils comprennent pas bien ce qui leur arrive. Donc nous, on est là pour quand il y a un trouble des apprentissages, on n'est pas là pour qu'ils rattrapent une norme, c'est pas possible, ils ont un trouble. Par contre, on va pallier, on va les accompagner à comprendre comment ils fonctionnent et effectivement, dans certains cas, on a des suivis longs, parfois c'est des suivis plus courts. Et puis là, avec un passage en 6e, c'est vrai qu'on va être soutenant pour... Toujours c'est une année charnière en plus. Hein, Et bien c'est sûr. une année charnière. Donc, on passe d'une petite école à un collège. Il faut pouvoir continuer à mettre en œuvre tout ce qu'on a appris, puis l'appliquer à différents professeurs, à différentes matières, à différents fonctionnements. Donc là, c'était important dans la continuité de sa scolarité et on voit plein de choses qui se mettent en place. C'est un jeune homme qui avait des difficultés attentionnelles et puis finalement, il s'adapte bien. Après, il y a une dyslexie, donc le français, ça reste compliqué et il s'accroche et il trouve des stratégies, il s'active, il continue. Donc ça, je pense que c'est une belle victoire quand on accompagne nos élèves. Sylvie, c'est la plus belle des récompenses justement quand on voit les élèves comme cela progresser. On voit Valentin qui s'exprime en direct effectivement sur notre plateau avec ce regard, cette confiance en lui. C'est ça, c'est exactement ça, la confiance en lui, tu as mis le mot juste. C'est pour beaucoup d'enfants, c'est ce qu'on essaye d'abord on commence déjà par ça, parce que si on n'a pas confiance, on ne peut pas rentrer dans tout le reste en fait, de nos problèmes, qu'il y ait un trouble ou pas d'ailleurs. Valentin, quelle stratégie, on parlait de stratégie un instant, quelle stratégie toi tu mets en place, par exemple pour les cours de français? Tu peux nous les dire ou pas? C'est vrai? En français, j'adapte beaucoup de méthodes.
elles sont un peu compliquées. Mais je saurais pas vous dire laquelle je prends le plus, mais il y en a beaucoup. Angélique, c'est quoi ces approches, ces méthodes? Quelles sont les clés justement que vous donnez aux enfants? Il faut déjà qu'on parte d'eux. Donc, comment ils fonctionnent? Donc, on va être dans un cas, je ne vous dirais pas la même chose s'il y avait un autre élève. Il a besoin de chaque cas est particulier, oui, il faut comprendre l'enfant. Exactement. D'accord. Donc, on va dialoguer avec un élève. C'est une posture particulière. On doit être bienveillant, factuel à son écoute pour faire ressortir exactement ce qui se passe pour lui. Dans son cas, il a besoin de mettre en mots pour imager des cours. Et déjà, il faut avoir une capacité de se dire comment ça se passe pour moi. Même des adultes n'ont pas cette capacité parfois d'introspection. Et ensuite, on va venir appliquer ça sur des choses parfois difficiles, comme des mots de dictée. Donc, il n'y a rien de miraculeux. Soyons clairs. C'est des efforts et de la stratégie qu'on adapte en permanence à partir de l'élève et de son fonctionnement propre. Bien sûr qu'il y a des fonctionnements qui sont identiques. Aujourd'hui, les neurosciences, la neuroéducation nous montrent bien des pistes qui vont être bonnes pour tous. Et on va s'appuyer là-dessus. Mais après, il y a l'individu, comment il le vit, comment il fait vivre ses stratégies. Et nous, elle est là, notre spécificité. Sylvie, on sait que le cerveau joue des tours aux adultes. Il joue aussi des tours aux enfants. On peut arriver justement à le tromper avec ces stratégies? Ah oui, tout à fait, oui, on peut arriver à le tromper. C'est pour ça qu'on essaie justement, nous, d'apprendre dès la maternelle, je dirais, à nos élèves, que ce soit en tant qu'orthopédagogue ou moi j'essaye de le faire passer le message au professeur, comment fonctionne notre cerveau. C'est important qu'un enfant sache ce qui se passe dans son cerveau quand il apprend. On dit que l'orthopédagogue, c'est le médecin généraliste des apprentissages. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Et si oui, pourquoi? Alors, on n'est pas du tout dans le domaine médical, mais oui, j'aime bien cette image qui montre qu'on va partir sur quelque chose de plus global au niveau des troubles et des difficultés. Et puis peut-être que nous, on ne pourra pas y répondre et il faudra éventuellement faire intervenir un de nos confrères qui sera plus spécialisé. Mais voilà, on est dans la généralité des apprentissages. Pourquoi tout à fait. C'est si méconnu en France? On a dit que ça existe depuis les années 60, on disait Irina. Les années 60 au Canada, c'est quand même pas si loin, c'est quand même nos cousins. Et nous, ça arrive. C'est méconnu. Est-ce que c'est reconnu déjà ici? Alors, reconnu, je dirais que dans les régions, on travaille de plus en plus avec des professionnels paramédicaux, des médecins, etc. Et par région, là où on est, si on est humble, si on reste à notre place de pédagogue en tant qu'orthopédagogue, ça se passe extrêmement bien. Et par région, par secteur, on arrive à rayonner. Aujourd'hui, là où c'est plus délicat, c'est qu'au niveau national, effectivement, c'est moins connu. Mais dans les années 60, là où l'orthopédagogie est née au Canada, nous, quelques années plus tard, il y a eu d'autres choix faits en France, plus au sein de l'éducation nationale, avec les enseignants spécialisés qui font un travail extraordinaire. En lien avec l'éducation nationale et par rapport à leur poste et par rapport à l'éducation nationale. Et nous, on est en dehors. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec. C'est un maillon. Mais il y a eu d'autres choix de fait à une autre période. Sylvie, vous êtes orthopédagogue en cours de certification. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement de vous certifier? Et si oui, j'imagine qu'il y a plusieurs spécialisations, c'est ça? Ou pas forcément? Alors, j'ai pris l'école, j'ai choisi l'école française d'orthopédagogie parce qu'elle correspondait le plus à mes attentes concernant ma spécialisation. Il y a plusieurs écoles d'ailleurs ou... Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, tout à fait. Tout à fait, mais c'est celle qui correspondait le plus à mes attentes en ce qui concerne justement l'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers. Alors c'est quoi vos attentes justement? Alors comment arriver à mieux les aider? C'est une lacune qu'on a au sein de l'éducation nationale, il faut le reconnaître. Et donc j'avais envie vraiment de... C'est-à-dire d'une part cerner, j'imagine, la classe, et d'autre part à titre aussi individuel? Tout à fait, comprendre les particularités des différents enfants. Nos élèves, c'est ça. C'est les quelques-uns qu'on a dans la classe qui sont différents, même si on n'est pas spécialiste, mais au moins savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, en attendant peut-être qu'il y ait un professionnel à côté qui vienne renforcer ce qu'on met déjà en place dans la classe, mais déjà qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans la classe en attendant cela, quoi. Angélique, comment ça se déroule? Comment ça s'articule, cette formation, cette certification? C'est sur combien de temps? Moi, je pourrais parler que de celle que
je Dispense. que je dispense parce que j'y crois fermement, évidemment. Il y a 2 ans de formation, une première année avec des savoirs théoriques et pratiques, et une deuxième année d'approfondissement. On étudie tout le cerveau? On étudie, oui, on travaille avec notamment un chercheur en neuroéducation qui n'intervient pas tout le long, évidemment, mais qui apporte un regard pendant 2 jours, donc un Québécois qui s'appelle Steve Masson. Mais on travaille également avec des orthopédagogues québécoises. Voilà, donc une qui est chargée de cours à l'UQAM, une autre collègue qui est très reconnue en tant que formatrice au Canada. D'accord. Et aujourd'hui, on a même la chance, en ce moment, j'ai des stagiaires de 2e année avec Michel Mazot, qui est un des médecins les plus reconnus en France en termes de troubles. Donc on commence, la qualité, je pense, va passer par la qualité des interventions, le sérieux également qu'on va pouvoir apporter et l'accompagnement à la pratique professionnelle. C'est une formation assez lourde, en tout cas de ce que j'en ai lu, effectivement, pour ceux qui... Et j'ai vu des profs aussi. C'est un outil très puissant, mais c'est vrai que c'est assez chronophage. Ça demande aussi beaucoup d'investissement sur le plan personnel. Il y a de la neuropsy, du développement, lecture de bilan, gestion mentale. C'est ça. C'est ça? Tout à fait. C'est quand même assez Très conséquent. complet. Eh bien oui, parce qu'on doit être spécialiste à la fois dans des domaines pédagogiques. Donc la gestion mentale, c'est une pédagogie d'Antoine de la Garandrie qui date des années 80, qui est extrêmement bienveillante et qui s'appuie sur comment on fonctionne, ce dont on parlait avec Valentin tout à l'heure, mais à la fois les avancées en neurosciences, en neuroéducation, qui changent en 4-5 ans. On peut avoir des choses où on peut dire... On peut se retrouver à dire quelque chose qui était vrai plus ou moins il y a 5 ans, qui se retrouve aujourd'hui. Voilà, donc on doit être à l'affût de tout ça. Est-ce que ces séances, elles sont évolutives? Dans quelle mesure, justement, Valentin est acteur de sa séance à un moment? Il est acteur parce que c'est... Il est acteur, ouais. D'accord. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. D'accord. Si l'élève ne veut pas se connecter à ce que vous lui proposez, si l'élève ne veut pas partager, pour différentes raisons d'ailleurs, s'il ne veut pas, ce n'est pas forcément qu'il ne le veut pas, c'est qu'il ne le peut pas, on ne va pas pouvoir construire à partir de rien, on construit à partir de qui il est et ce qu'il est en capacité de partager avec vous. Donc on parle beaucoup de savoir-faire, mais le savoir-être est essentiel. Valentin, tu as le sentiment aujourd'hui, grâce à ces séances notamment, que tu as la capacité de pouvoir tout faire, de repousser tes limites? Que c'est juste une question de temps, voire de stratégie? Oui, un peu. Un petit peu, ouais. Un petit peu moins. Et est-ce que ces derniers mois... Et comment tu as abordé, par exemple, on dit qu'effectivement tu as 11 ans, tu es en 6e, on dit toujours que c'est une année charnière. Comment tu as vécu ce basculement, toi? Ça t'a travaillé, justement? Comment tu l'as négocié, ce passage en 6e? Eh bien, j'ai travaillé, j'ai essayé en tout cas. Et puis, j'étais un peu stressée pour l'arrivée en 6e, mais tout compte fait, ça s'est à peu près bien passé. Comment tu gères ton stress aujourd'hui, justement? Tu as des stratégies là aussi pour gérer ton stress? Tu as des petits trucs? Angélique, elle m'aide. Comment elle t'aide, justement? Fais-nous profiter un petit peu de tes conseils. Elle m'aide avec des fiches méthodes, des paroles orales et puis tout ce qui va avec, quoi. Les fiches méthodes, c'est quoi les fiches méthodes? Quand on découvre son fonctionnement, on n'est pas magicien en tant qu'orthopédagogue. C'est pas parce qu'on lui dit « Ah, c'est génial, tu te parles, tu vas donc pouvoir faire ça pour apprendre tes leçons. Vous vous doutez bien que ça fonctionne pas du tout. On aimerait bien, mais non, je ne peux pas dire qu'on a de baguette magique. Donc, on va faire une petite fiche qui va aller dans un petit classeur, puis qui va pouvoir ressortir en disant Angélique m'a dit que si on faisait comme ça, et puis on l'expérimente autour de jeux de société. On n'a pas le temps de tout dire, mais on va également l'expérimenter autour de jeux, autour d'apprentissage scolaire, pour que ça devienne pas automatique, mais en tout cas qu'on retrouve. Et puis, on va laisser une trace écrite parce qu'on est là 1 heure par semaine. Et quand on n'est pas là, il faut que les parents puissent se dire « Tiens, comment ça a été fait, ça ?» Il faut que les efforts continuent en dehors de... Exactement. Est-ce que tes parents, est-ce que ta maman participe des fois ou a déjà participé à tes séances, Valentin?
Je ne crois pas, non. Non, je me pose la question, c'est toujours Ça face à face peut ou ça arriver. peut arriver Ça peut arriver. Valentin, je suis toujours intervenue sur un temps scolaire D'accord. pour alléger son temps à côté, pour alléger au niveau de la fatigue. Et donc, du coup, pour les parents, ça peut être délicat de prendre 1 heure en milieu de journée parfois aussi. Il faut il faut faire avec notre contexte. Sylvie, comment identifier que son enfant a des difficultés récurrentes concernant les apprentissages quand les parents doivent s'alerter, si je puis dire? Ouais, je pense que, comme vous l'avez dit, c'est récurrent, le mot clé. Quand D'accord. on voit que ça dure dans un certain temps, on peut commencer à se poser des questions. Si c'est une difficulté d'apprentissage, ou peut-être si encore ça perdure malgré les interventions qu'on peut mener grâce à une aide, là on peut se poser la question si c'est pas un trouble. Comment on sait si c'est un trouble ou un manque de concentration, Angélique? Eh ben déjà, on va avoir, donc, comme on disait, des alertes. C'est-à-dire que ça va se passer à l'école, mais ça ne va pas se passer qu'à l'école. Il va aller au tennis, au basket, au foot, et puis on va dire « Oh, il est intense, votre enfant ». Et puis, chez la nounou, chez petit, voilà, il va y avoir ça. Et puis, on va lui demander des choses, puis il va oublier, etc. Ça va vraiment être dans plusieurs domaines. Et puis, à un moment, quand on va avoir tous ces éléments, on fait des séances de diagnostic, on pose plein de questions aux parents, mais ça, c'est pas spécifique à l'orthopédagogie. Une orthophoniste ferait pareil, une ergo ferait pareil. On va dire là, il y a quand même beaucoup de choses. On va avoir besoin d'un bilan plus poussé. L'orthopédago, vous savez, je m'y connais. L'orthopédago, il travaille avec tous les autres professionnels, justement? C'est très Ouais. important. C'est un travail collectif? En multidisciplinarité, tout à fait. D'accord. C'est ça qui va faire notre force, c'est justement d'avoir le point de vue commun de toutes ces disciplines autour de l'enfant. Nous aussi, on travaille en équipe, avec Irina. L'info en plus. L'information en plus d'Irina Capron. Vous nous parlez cette fois-ci d'une jeune orthopédagogue qui a décidé de créer un bus, oui, pour offrir ses services d'orthopédagogie. Et pour cela, direction le Canada, à Brome, en Estrie plus précisément. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Justine Rodier-Dumay, qui travaille aussi à titre d'orthopédagogue dans une école secondaire, a décidé de créer un bus en mars dernier appelé le Benjibus pour se rendre directement chez les apprenants. Alors pour elle, le bus est un environnement mobile, flexible et sécurisant qui lui permet de rejoindre les jeunes à l'endroit désiré et de manière à ne pas nuire à la routine familiale. Justine allie l'orthopédagogie à la zoothérapie. Son chien Benji, mais aussi un cochon d'Inde, un chat et une poule sont à la disposition des élèves selon leurs besoins. On doit vraiment s'inspirer de ce qui se fait outre-Manche, de ce qui se fait au Canada aujourd'hui, Oui. pour l'école de la République. Oui, mais avec notre propre culture. On n'a pas la même histoire culturelle, on n'a pas la même histoire de la pédagogie, etc. On travaille en partenariat avec 2 d'entre elles de manière récurrente, pour ne pas les citer, Isabelle Lapierre et Annick Pelletier, parce qu'elles méritent de l'être. On les embrasse. Voilà, mais On les embrasse. tout à fait. Mais après, on a notre sol culturel, on a notre histoire au niveau de la pédagogie, et il faut faire avec. Voilà. L'orthopédagogie à la française, on a, nous, effectivement, notre moyen de nous démarquer. Sylvie? Ah oui. Ouais. Oui, je pense que grâce à justement des écoles comme celle d'Angélique et Christine, dont je suis issue, mais aussi à l'Union des orthopédagogues de France, oui, on va vers une orthopédagogie à la française. Ouais. Valentin, est-ce que tu pourrais donner, toi, à ton niveau, des conseils de ce que tu as appris ces derniers mois, ces dernières années, suite à tes séances, pour que eh bien, les jeunes comme toi, avec les bons mots, reprennent confiance en eux? Eh ben, cette année, on a commencé dans le français, sauf qu'après, eh ben, on s'est dit, histoire géo, ce serait mieux. Et je saurais pas expliquer tout à fait bien, mais on a fait des fiches méthodes, on s'est entraîné à l'oral, tout ça m'aide à penser et avancer. Est-ce que tu discutes, toi, de ces séances avec ta maman? Quand je suis dans la voiture avec elle et qu'elle me ramène à la maison, elle me demande comment ça s'est passé et puis je raconte, oui. C'est important, effectivement, aussi, ce temps d'échange avec les parents. Il y a l'échange avec l'orthopédago et le temps d'échange, bien évidemment. Tout à fait. Avec on le est parent ce ou les qu'on parents. appelle en coéducation. On est tous ensemble autour de l'élève.
Et vous échangez aussi avec les enseignants? Ah oui. Par exemple, si un enfant, vous remarquez qu'un élève apprend mieux, beaucoup mieux en étant debout et en bougeant, il faut le laisser faire? Alors, il faut le laisser faire. Moi, je suis spécialiste, je vais dire, de l'individuel. Après, je ne vais jamais imposer quelque chose aux enseignants qui ont un groupe classe de 25, 30, 35 élèves. Il ne faut pas oublier ça. On n'impose pas. Par contre, on va essayer de trouver comment l'aider. Il y a des enseignants qui vont mettre des chambres à air autour des pieds de bureaux. On va échanger, on va vraiment réfléchir ensemble quels aménagements raisonnables vont être possibles de faire. Et il y a des équipes éducatives, des ESS, des choses comme ça, auxquelles on est bien reçu et où on va échanger des stratégies importantes. Sylvie, est-ce qu'il faudrait des interventions récurrentes dans l'école de la République d'orthopédagogues? Ça peut s'imaginer ça à moyen, à long terme, enfin long terme forcément, à court, moyen terme. C'est un peu ce que je fais actuellement en tant que conseillère pédagogique. C'est pour ça que j'ai été entre autres recrutée. Donc j'interviens à mon niveau pour donner des conseils, pour accompagner les professeurs avec ma formation que j'ai pu avoir. Mais vous me voyez venir. Vous n'êtes pas une exception, mais vous êtes, j'imagine, très très peu. Alors, le second temps, ça va être des formations que je commence à dispenser. Alors, pas forcément, c'est pas de l'orthopédagogie, mais c'est donc pour que les professeurs soient mieux armés, pour pouvoir justement ensuite mettre des choses en pratique dans leur classe. Mais oui, éventuellement, ce serait bien, comme vous dites, d'avoir... On vous a compris. D'agrandir, effectivement. C'est le but du jeu et est clairement affiché. En tout cas, l'enjeu, il est là. L'un des enjeux pour l'éducation. On parle d'éducation, nous, tous les jours, effectivement, sur School TV. C'est le cas, effectivement, dans la sphère politique. L'enjeu, il est là aussi, pour les profs qui sont très souvent démunis. L'enjeu, il est qu'on travaille ensemble. On prendra la place de personne, mais on va mailler ensemble. Je crois que ça, c'est important. Et on a conscience qu'ils ont des groupes classes. Comme disait Sylvie, ils n'ont pas besoin d'une formation en orthopédagogie. Mais par contre, il y a peut-être des choses qui peuvent se transmettre, qui peuvent basculer de l'un à l'autre. Et au plus, on va travailler ensemble. Sur quel aspect, Angélique? Sur quel aspect? Vous faites allusion à quoi quand vous dites ça? Quand on va travailler ensemble? Oui, tout à fait. Pour les profs. Quelle notion de base pour eux pour qu'ils repèrent assez rapidement? Tout ce qui va être neuroéducation, ça n'appartient pas aux orthopédagogues. Ça appartient aux pédagogues. Et ils n'ont pas toujours cette formation, voire rarement. Un peu de gestion mentale, apporter du silence dans sa classe pour que les élèves évoquent, pour qu'ils aient le temps de penser. On n'a plus le temps de penser. Est-ce qu'il y a des temps de silence sur vos émissions? Moi, je fais souvent des silences. Je vous propose d'ailleurs de faire 20 secondes de silence, puisque comme vous le savez, la parole est d'argent, le silence est d'or. Et 5 secondes, c'est pas mal. Irina. C'est long, 20 secondes quand même. C'est vrai. Il y a aussi alors, pour pas que je me trompe, la métacognition, c'est ça, c'est apprendre de ses erreurs et à réfléchir de ses actes. C'est important aussi dans l'orthopédagogie? Extrêmement important. Il y a l'aspect de l'introspection, c'est-à-dire d'être capable de savoir ce que je fais pendant que je réalise une tâche. C'est la première étape. Et la métacognition, c'est... OK, ça a marché pour ça, je vais pouvoir le réutiliser dans tel domaine. Ou là, je me suis trompée, là, il faut que je modifie et puis je ne ferai plus comme ça la prochaine fois. Et face à la prochaine fois, je suis capable de retrouver la bonne méthode. Et ça paraît une évidence pour nous adultes autour de la table, mais pour nos élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, c'est pas du tout une évidence. Mille merci à tous les deux, à tous les trois. Angélique Prost, orthopédagogue, présidente de l'École française d'orthopédagogie. Sylvie Vrézionec-Bénichou, qui est orthopédagogue en cours de certification et conseillère pédagogique au sein de l'Éducation nationale. Et un grand merci également à Valentin. Coucou Valentin, merci mille fois. La prochaine fois, tu viens nous voir en plateau, Valentin? C'est le prochain défi? Promis, promis. J'ai décelé un mouais. C'était un oui, je crois. Je le prends pour argent comptant. Et je t'attends bien évidemment ici en plateau. Un grand merci à toi, Irina. Merci à vous. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Merci encore pour votre fidélité. Ciao.